Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Alfred de Musset. Mais ce n'est pas la poésie de Musset ni le théâtre, c'est un roman. Dans ce roman, je souhaite vous faire entendre les premières pages. Vous ne serez donc pas au cœur de l'action, vous n'entendrez même pas arriver le personnage principal, Octave. Non, ici, dans ces premières pages, le personnage principal, c'est toute une génération. Au début du XIXe siècle et au lendemain de la chute de Napoléon. Alors accrochez-vous, certaines références, allusions historiques vous passeront peut-être au-dessus de la tête, mais je crois vraiment que l'immense talent de Musset parvient à nous faire comprendre, sentir ce que vit toute une génération après ces deux grands cataclysmes historiques que furent la Révolution française et la chute de l'Empire. Je vous souhaite une bonne écoute, à tout de suite. Pour écrire l'histoire de sa vie, il faut d'abord avoir vécu. Aussi n'est-ce pas la mienne que j'écris. Mais de même qu'un blessé atteint de la gangrène s'en va dans un amphithéâtre se faire couper un membre pourri, et le professeur qui l'ampute, couvrant d'un linge blanc le membre séparé du corps, le fait circuler de main en main par tout l'amphithéâtre pour que les élèves l'examinent, de même, lorsqu'un certain temps de l'existence d'un homme, et pour ainsi dire un des membres de sa vie, a été blessé et gangréné par une maladie morale, il peut couper cette portion de lui-même, la retrancher du reste de sa vie, et la faire circuler sur la place publique afin que les gens du même âge palpent et jugent la maladie. Ainsi, ayant été atteint dans la première fleur de la jeunesse d'une maladie morale abominable, je raconte ici ce qui m'est arrivé pendant 3 ans. Si j'étais seul malade, je n'en dirais rien. Mais comme il y en a beaucoup d'autres que moi qui souffrent du même mal, j'écris pour cela, sans trop savoir s'ils y feront attention. Car dans le cas où personne n'y prendrait garde, j'aurais encore retiré ce fruit de mes paroles pour m'être mieux guéri de moi-même, et, comme le renard pris au piège, j'aurais rongé mon pied captif. Pendant les guerres de l'Empire, tandis que les maris et les frères étaient en Allemagne, les mères inquiètes avaient mis au monde une génération ardente, pâle, nerveuse. Conçue entre deux batailles, élevée dans les collèges au roulement de tambour, des milliers d'enfants se regardaient entre eux d'un œil sombre en essayant leurs muscles chétifs. De temps en temps, leurs pères ensanglantés apparaissaient, les soulevaient sur leur poitrine chamarrée d'or, puis les posaient à terre et remontaient à cheval. Un seul homme était en vie alors en Europe. Le reste des êtres tâchait de se remplir les poumons de l'air qu'il avait respiré. Chaque année, la France faisait présent à cet homme de 300 000 jeunes gens. Et lui, prenant avec un sourire cette fibre nouvelle arrachée au cœur de l'humanité, il la tordait entre ses mains et en faisait une corde neuve à son arc. Puis il posait sur cet arc une de ces flèches qui traversèrent le monde et s'en furent tombées dans une petite vallée d'une île déserte sous un saule pleureur. Jamais il n'y eut tant de nuits sans sommeil que du temps de cet homme. Jamais on ne vit se pencher sur les remparts des villes un tel peuple de mères désolées. Jamais il n'y eut un tel silence autour de ceux qui parlaient de mort. Et pourtant, jamais il n'y eut tant de joie, tant de vie, tant de fanfares guerrières dans tous les cœurs. Jamais il n'y eut de soleil si pur que ceux qui séchèrent tout ce sang. On disait que Dieu les faisait pour cet homme, et on les appelait ces soleils d'Austerlitz. Mais il les faisait bien lui-même avec ses canons toujours tonnants, et qui ne laissaient de nuages qu'au lendemain de ses batailles. C'était l'air de ce ciel sans tache, où brillait tant de gloire, où resplendissait tant d'acier, que les enfants respiraient alors. Ils savaient bien qu'ils étaient destinés aux hécatombes, mais ils croyaient Murat invulnérable, et on avait vu passer l'empereur sur un pont où sifflaient tant de balles qu'on ne savait s'il pouvait mourir. Et quand même on aurait dû mourir, qu'était-ce que cela? La mort elle-même était si belle alors, si grande, si magnifique dans sa pourpre fumante. Elle ressemblait si bien à l'espérance, elle fauchait de si verts épis qu'elle en était comme devenue jeune et qu'on ne croyait plus à la vieillesse. Tous les berceaux de France étaient des boucliers,
Tous les cercueils en étaient aussi. Il n'y avait vraiment plus de vieillards, il n'y avait que des cadavres ou des demi-dieux. Cependant, l'immortel empereur était un jour sur une colline à regarder 7 peuples s'égorger. Comme il ne savait pas encore s'il serait le maître du monde ou seulement de la moitié, Azraël passa sur la route, il l'effleura du bout de l'aile et le poussa dans l'océan. Au bruit de sa chute, les vieilles croyances moribondes se redressèrent sur leur lit de douleur et, avançant leurs pattes crochues, toutes les royales araignées découpèrent l'Europe et de la pourpre de César se firent un habit d'arlequin. De même qu'un voyageur, tant qu'il est sur le chemin, court nuit et jour par la pluie et par le soleil sans s'apercevoir de ses veilles ni des dangers, mais dès qu'il est arrivé au milieu de sa famille, qu'il s'assoit devant le feu, il éprouve une lassitude sans bornes et peut à peine se traîner à son lit. Ainsi la France, veuve de César, sentit tout à coup sa blessure. Elle tomba en défaillance et s'endormit d'un si profond sommeil que ses vieux rois, la croyant morte, l'enveloppèrent d'un linceul blanc. La vieille armée en cheveux gris rentra épuisée de fatigue, et les foyers des châteaux déserts se rallumèrent tristement. Alors ces hommes de l'Empire qui avaient tant couru et tant égorgé embrassèrent leurs femmes amaigries et parlèrent de leurs premières amours. Ils se regardèrent dans les fontaines de leur prairie natale, et ils s'y virent si vieux, si mutilés, qu'ils se souvinrent de leurs fils, afin qu'on leur fermât les yeux. Ils demandèrent où ils étaient. Les enfants sortirent des collèges, et ne voyant plus ni sabre, ni cuirasse, ni fantassins, ni cavaliers, ils demandèrent à leur tour où était leur père. Mais on leur répondit que la guerre était finie, que César était mort, et que les portraits de Wellington et de Blücher étaient suspendus dans les antichambres des consulats et des ambassades avec ces 2 mots au bas, « Salvatoribus Mundi ». Alors s'assit sur un monde en ruine une jeunesse soucieuse. Tous ces enfants étaient des gouttes d'un sang brûlant qui avait inondé la terre. Ils étaient nés au sein de la guerre, pour la guerre. Ils avaient rêvé pendant 15 ans des neiges de Moscou et du soleil des pyramides. On les avait trempés dans le mépris de la vie comme de jeunes épées. Ils n'étaient pas sortis de leur ville, mais on leur avait dit que, par chaque barrière de ces villes, on allait à une capitale d'Europe. Ils avaient dans la tête tout un monde. Ils regardaient la terre, le ciel, les rues et les chemins. Tout cela était vide, et les cloches de leur paroisse résonnaient seules dans le lointain. De pâles fantômes couverts de robes noires traversaient lentement les campagnes. D'autres frappaient aux portes des maisons, et dès qu'on leur avait ouvert, ils tiraient de leurs poches de grands parchemins tout usés avec lesquels ils chassaient les habitants. De tous côtés arrivaient des hommes, encore tout tremblants de la peur qui leur avait pris à leur départ 20 ans auparavant. Tous réclamaient, disputaient et criaient. On s'étonnait qu'une seule mort pût appeler tant de corbeaux. Le roi de France était sur son trône, regardant çà et là s'il ne voyait pas une abeille dans ses tapisseries. Les uns lui tendaient leur chapeau, et il leur donnait de l'argent. Les autres lui montraient un crucifix, et il le baisait. D'autres se contentaient de lui crier aux oreilles de grands noms retentissants, et il répondait à ceux-là d'aller dans sa grande salle, que les échos en étaient sonores. D'autres encore lui montraient leurs vieux manteaux, comme ils en avaient bien effacé les abeilles. Et à ceux-là, il donnait un habit neuf. Les enfants regardaient tout cela, pensant toujours que l'ombre de César allait débarquer à Cannes et souffler sur ses larves. Mais le silence continuait toujours, et l'on ne voyait flotter dans le ciel que la pâleur des lys. Quand les enfants parlaient de gloire, on leur disait « Faites-vous prêtre ». Quand ils parlaient d'ambition, « Faites-vous prêtre ». D'espérance, d'amour, de force, de vie, « Faites-vous prêtre ». Cependant, il monta à la tribune ou harangue un homme qui tenait à la main un contrat entre le roi et le peuple. Il commença à dire que la gloire était une belle chose, et l'ambition et la guerre aussi, mais qu'il y en avait une plus belle qui s'appelait la liberté. Les enfants relevèrent la tête
et se souvinrent de leur grand-père, qui en avait aussi parlé. Ils se souvinrent d'avoir rencontré, dans les coins obscurs de la maison paternelle, des bustes mystérieux avec de longs cheveux de marbre et une inscription romaine. Ils se souvinrent d'avoir vu le soir, à la veillée, leurs aïeuls branler la tête et parler d'un fleuve de sang bien plus terrible encore que celui de l'empereur. Il y avait pour eux dans ce mot de liberté quelque chose qui leur faisait battre le cœur, à la fois comme un lointain et terrible souvenir et comme une chère espérance, plus lointaine encore. Ils tressaillirent en l'entendant. Mais, en rentrant au logis, ils virent 3 paniers qu'on portait à Clamart. C'étaient 3 jeunes gens qui avaient prononcé trop haut ce mot de liberté. Un étrange sourire leur passa sur les lèvres à cette triste vue, mais d'autres harangueurs, montant à la tribune, commencèrent à calculer publiquement ce que coûtait l'ambition, et que la gloire était bien chère. Ils firent voir l'horreur de la guerre, et appelèrent boucherie les hécatombes. Et ils parlèrent tant et si longtemps, que toutes les illusions humaines, comme des arbres en automne, tombaient feuille à feuille autour d'eux, et que ceux qui les écoutaient passaient leurs mains sur leur front comme des fiévreux qui s'éveillent. Les uns disaient « Ce qui a causé la chute de l'empereur, c'est que le peuple n'en voulait plus ». Les autres « Le peuple voulait le roi ». Non, la liberté, non, la raison, non, la religion, non, la constitution anglaise, non, l'absolutisme. Un dernier ajouta « Non, rien de tout cela, mais le repos ». Et ils continuèrent ainsi, tantôt raillant, tantôt disputant pendant nombre d'années, et sous prétexte de bâtir, démolissaient tout pierre à pierre, si bien qu'il ne passait plus rien de vivant dans l'atmosphère de leurs paroles, et que les hommes de la veille devenaient tout à coup des vieillards. 3 éléments partageaient donc la vie qui s'offrait alors aux jeunes gens. Derrière eux, un passé à jamais détruit, s'agitant encore sur ses ruines avec tous les fossiles des siècles de l'absolutisme. Devant eux, l'aurore d'un immense horizon, les premières clartés de l'avenir. Et entre ces 2 mondes, quelque chose de semblable à l'océan qui sépare le vieux continent de la jeune Amérique, je ne sais quoi de vague et de flottant, une mer houleuse et pleine de naufrages, traversée de temps en temps par quelques blanches voiles lointaines ou par quelques navires soufflant une lourde vapeur, le siècle présent, en un mot, qui sépare le passé de l'avenir, qui n'est ni l'un ni l'autre et qui ressemble à tous les 2 à la fois, et où l'on ne sait à chaque pas qu'on fait si l'on marche sur une semence ou sur un débris. Voilà dans quel chaos il fallut choisir alors. Voilà ce qui se présentait à des enfants pleins de force et d'audace, fils de l'Empire et petits-fils de la Révolution. Or, du passé, ils n'en voulaient plus, car la foi en rien ne se donne. L'avenir, ils l'aimaient, mais quoi? Comme Pygmalion Galatée. C'était pour eux comme une amante de marbre, et ils attendaient qu'elle s'animât, que le sang colorât ses veines. Il leur restait donc le présent, l'esprit du siècle, ange du crépuscule, qui n'est ni la nuit ni le jour. Ils le trouvèrent assis sur un sac de chaux plein d'ossements, serré dans le manteau des égoïstes et grelottant d'un froid terrible. L'angoisse de la mort leur entra dans l'âme à la vue de ce spectre, moitié momie et moitié fœtus. Ils s'en approchèrent comme le voyageur à qui l'on montre à Strasbourg la fille d'un vieux comte de Saverderne, embaumée dans sa parure de fiancé. Ce squelette enfantin fait frémir, car ses mains fluettes et livides portent l'anneau des épousés et sa tête tombe en poussière au milieu des fleurs d'oranger. Comme à l'approche d'une tempête, il passe dans les forêts un vent terrible qui fait frissonner tous les arbres, à quoi succède un profond silence. Ainsi Napoléon avait tout ébranlé en passant sur le monde. Les rois avaient senti vaciller leur couronne, et, portant leurs mains à leur tête, ils n'y avaient trouvé que leurs cheveux hérissés de terreur. Le pape avait fait 300 lieues pour le bénir au nom de Dieu et lui poser son diadème, mais il le lui avait pris des mains. Ainsi tout avait tremblé dans cette forêt lugubre des puissances de la vieille Europe, puis le silence avait succédé. On dit que lorsqu'on rencontre un chien furieux, si l'on a le courage de marcher gravement, sans se retourner,
et d'une manière régulière, le chien se contente de vous suivre pendant un certain temps en grommelant entre ses dents, tandis que si on laisse échapper un geste de terreur, si on fait un pas trop vite, il se jette sur vous et vous dévore. Car une fois la première morsure faite, il n'y a plus moyen de lui échapper. Or, dans l'histoire européenne, il était arrivé souvent qu'un souverain eût fait ce geste de terreur et que son peuple l'eût dévoré. Mais si un l'avait fait, tous ne l'avaient pas fait en même temps. C'est-à-dire qu'un roi avait disparu, mais non la majesté royale. Devant Napoléon, la majesté royale avait fait ce geste qui perd tout, et non seulement la majesté, mais la religion, mais la noblesse, mais toute puissance divine et humaine. Napoléon mort, les puissances divines et humaines étaient bien rétablies, de fait, mais la croyance en elles n'existait plus. Il y a un danger terrible à savoir ce qui est possible, car l'esprit va toujours plus loin. Autre chose est de se dire « ceci pourrait être » ou de se dire « ceci a été ». C'est la première morsure du chien. Napoléon despote fut la dernière lueur de la lampe du despotisme. Il détruisit et parodia les rois, comme Voltaire les livres saints. Et après lui, on entendit un grand bruit, c'était la pierre de Sainte-Hélène qui venait de tomber sur l'ancien monde. Aussitôt parut dans le ciel l'astre glacial de la raison, et ses rayons, pareils à ceux de la froide déesse des nuits, versant de la lumière sans chaleur, enveloppèrent le monde d'un suaire livide. On avait bien vu jusqu'alors des gens qui haïssaient les nobles, qui déclamaient contre les prêtres, qui conspiraient contre les rois. On avait bien crié contre les abus et les préjugés. Mais ce fut une grande nouveauté que de voir le peuple en sourire. S'il passait un noble ou un prêtre ou un souverain, les paysans qui avaient fait la guerre commençaient à hocher la tête et à dire « Ah, celui-là, en temps et en lieu, il avait un autre visage. » Et quand on parlait du trône et de l'autel, ils répondaient « Ce sont 4 ais de bois, nous les avons cloués et décloués. » Et quand on leur disait « Peuple, tu es revenu des erreurs qui t'avaient égaré, tu as rappelé tes rois et tes prêtres. » Ils répondaient « Ce n'est pas nous, ce sont ces bavards-là. » Et quand on leur disait « Peuple, oublie le passé, laboure et obéis. » Ils se redressaient sur leur siège et on entendait un sourd retentissement. C'était un sabre rouillé et bréché qui avait remué dans un coin de la chaumière. Alors on ajoutait aussitôt « Reste en repos, au moins, si on ne te nuit pas, ne cherche pas à nuire. » Hélas, ils se contentaient de cela. Mais la jeunesse ne s'en contentait pas. Il est certain qu'il y a dans l'homme 2 puissances occultes qui combattent jusqu'à la mort. L'une clairvoyante et froide s'attache à la réalité, la calcule, la pèse et juge le passé. L'autre a soif de l'avenir et s'élance vers l'inconnu. Quand la passion emporte l'homme, la raison le suit en pleurant et en l'avertissant du danger. Mais dès que l'homme s'est arrêté à la voix de la raison, dès qu'il s'est dit « C'est vrai, je suis un fou, où allais-je ?» La passion lui crie « Et moi, je vais donc mourir ?» Un sentiment de malaise inexprimable commença donc à fermenter dans tous les cœurs jeunes. Condamnés au repos par les souverains du monde, livrés aux cuistres de toute espèce, à l'oisiveté et à l'ennui, les jeunes gens voyaient se retirer d'eux les vagues écumantes contre lesquelles ils avaient préparé leurs bras. Tous ces gladiateurs frottés d'huile se sentaient, au fond de l'âme, une misère insupportable. Les plus riches se firent libertins. Ceux d'une fortune médiocre prirent un état et se résignèrent soit à la robe, soit à l'épée. Les plus pauvres se jetèrent dans l'enthousiasme à froid, dans les grands mots, dans l'affreuse mer de l'action sans but. Comme la faiblesse humaine cherche l'association et que les hommes sont troupeaux de nature, la politique s'en mêla. On s'allait battre avec les gardes du corps sur les marches de la Chambre législative, on courait à une pièce de théâtre où Talma portait une perruque qui le faisait ressembler à César, on se ruait à l'enterrement d'un député libéral, mais des membres des 2 partis opposés, il n'en était pas un qui,
en rentrant chez lui, ne sentit amèrement le vide de son existence et la pauvreté de ses mains. En même temps que la vie du dehors était si pâle et si mesquine, la vie intérieure de la société prenait un aspect sombre et silencieux. L'hypocrisie la plus sévère régnait dans les mœurs. Les idées anglaises se joignant à la dévotion, la gaieté même avait disparu. Peut-être était-ce la Providence qui préparait déjà ces voies nouvelles, peut-être était-ce l'ange avant-coureur des sociétés futures qui semait déjà dans le cœur des femmes les germes de l'indépendance humaine que quelque jour elles réclameront. Mais il est certain que tout d'un coup, chose inouïe, dans tous les salons de Paris, les hommes passèrent d'un côté et les femmes de l'autre. Et ainsi, les uns vêtus de blanc comme des fiancés, les autres vêtus de noir comme des orphelins, ils commencèrent à se mesurer des yeux. Qu'on ne s'y trompe pas, ce vêtement noir que portent les hommes de notre temps est un symbole terrible. Pour en venir là, il fallut que les armures tombassent pièce à pièce et les broderies fleur à fleur. C'est la raison humaine qui a renversé toutes les illusions, mais elle emporte elle-même le deuil afin qu'on la console. Les mœurs des étudiants et des artistes, ces mœurs si libres, si belles, si pleines de jeunesse, se ressentirent du changement universel. Les hommes, en se séparant des femmes, avaient chuchoté un mot qui blesse à mort, le mépris. Ils s'étaient jetés dans le vin et dans les courtisanes. Les étudiants et les artistes s'y jetèrent aussi. L'amour était traité comme la gloire et la religion, c'était une illusion ancienne. On allait donc au mauvais lieu. La grisette, cette classe si rêveuse, si romanesque, et d'un amour si tendre et si doux, se vit abandonnée au comptoir des boutiques. Elle était pauvre, et on ne l'aimait plus. Elle voulut avoir des robes et des chapeaux. Elle se vendit. Ô misère! Le jeune homme qui aurait dû l'aimer, qu'elle aurait aimé elle-même, celui qui la conduisait autrefois au bois de Verrières et de Romainville, aux danses sur le gazon, au souper sous l'ombrage, celui qui venait causer le soir sous la lampe au fond de la boutique durant les longues veillées d'hiver, celui qui partageait avec elle son morceau de pain trempé de la sueur de son front et son amour sublime et pauvre, celui-là, ce même homme, après l'avoir délaissée, la retrouvait quelques soirs d'orgie au fond du lupanar, pâle et plombée, à jamais perdue, avec la faim sur les lèvres et la prostitution dans le cœur. Alors pourquoi vous lire ces premières pages de ce roman et non celles peut-être plus connues où Octave fait son entrée et où l'on suit ses aventures? Nombre d'écrivains, de collègues de Musset n'ont pas été tendres avec lui. Flaubert ira le qualifier de garçon coiffeur, c'est à peu près l'expression. Baudelaire l'éreintera tout autant, comme quoi on peut être des génies et dire d'énormes bêtises. Tout porte à croire que le personnage d'Octave du roman, c'est Musset lui-même et que Musset raconte la relation tumultueuse et qui s'est terminée par une rupture violente avec George Sand. Mais je trouve que ce qui fait la force de cette entame de roman, c'est que justement, Musset ne se contente pas d'examiner sa souffrance à lui, de tourner autour de son nombril. Il parle de toute sa génération. Je vous rappelle, Musset est né en 1810. Laissez-moi vous faire une petite chronologie avec quelques auteurs contemporains de Musset. Alfred de Vigny naît en 1797. 1798, Lamartine. 1799, Balzac. 1802, Victor Hugo, Alexandre Dumas. 1804, George Sand, Eugène Sue. 1808, Gérard de Nerval. 1811, Théophile Gautier. Et je pourrais même aller jusqu'à 1821 et les deux affreux Flaubert et Baudelaire. Musset était un dandy avant Baudelaire. Peut-être que cette image qui lui a collé à la peau ensuite a fait de lui un paresseux et quelqu'un qui ne s'occupait
que de petites sensibleries. Mais les pages que je viens de vous lire et les 2 premiers chapitres de ce roman nous montrent le contraire. Tous ces auteurs-là ont eu à se débrouiller avec cette période-là. Comment on fait pour vivre après une telle révolution qui a marqué le monde entier et après des années de guerre quasiment incessantes? Comment on fait pour vivre? Musset nous en parle dans ses premières pages. Il nous parle des paysans, il nous parle de la bourgeoisie, il nous parle de tout ça. Comment on fait pour écrire? Les œuvres des auteurs que j'ai cités en portent la trace plus ou moins considérable. Je me permets de vous renvoyer à un épisode sous la terreur de Balzac, mais on pourrait parler de toute l'œuvre de Balzac. Balzac a bâti vraiment une œuvre qui fait presque sociologie, tant il a décrit ces nouvelles classes sociales naissantes, les anciennes survivantes et comment elles se mélangeaient plus ou moins violemment. Toute sa comédie humaine en porte la trace. Je vous renvoie aussi à cet épisode que je trouve magnifique des Misérables, l'évêque en présence d'une lumière inconnue. Mais on pourrait aussi parler de 1793 de Victor Hugo. Voilà, tous ces auteurs-là ont eu des familles bonapartistes, royalistes, républicaines, parfois à l'intérieur même des familles, il y avait des scissions et des grands écarts. Donc ce qui me touche beaucoup, c'est que Musset est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus ample que certains ont bien voulu le dire et l'écrire. Il fut un immense auteur de théâtre qui, en quelques années seulement, 3, 4, 5 ans à peu près, a écrit un certain nombre de chefs-d'œuvre assez impressionnants. Il fut un immense poète, mais il fait preuve ici d'un grand talent de romancier. Voilà pourquoi je voulais vous lire ces pages et j'espère vous avoir communiqué le souffle de son écriture et que ça vous a peut-être donné envie de le lire ou de le relire. Voilà, je ne pourrais pas terminer évidemment sans quelques hommages, toujours à l'immense Agnès Spickel qui parle magnifiquement de Musset. Je voudrais aussi parler de Antoine Adam, qui était un producteur de radio, et on peut entendre sur le site de France Culture ou de Radio France, on peut trouver des émissions qui sont passionnantes sur Alfred de Musset, et où les textes sont lus par Jean Topart, et il y a de très très belles lectures de ce grand acteur qu'il était. Et puis aussi je vous renvoie à une magnifique lecture d'un autre moment de la confession d'un enfant du siècle de Musset, qui est réalisé par Nicolas Lormeau, qui est sociétaire de la Comédie Française. C'est un acteur que je ne connais pas, donc je ne suis pas en train de vous placer un copain, mais sa lecture est absolument magnifique et bouleversante. Donc lecture, écoute, allez-y, découvrez Musset comme vous voulez, mais allez-y. Merci pour votre écoute encore. Merci beaucoup et je vous dis à tout bientôt.